Bonjour à toutes et à tous. Pendant que les discussions officielles sont encore sous boisseau dans les chapelles politiques de la mouvance présidentielle, le plus grand parti de l'opposition ouvre le débat sur les joutes électorales à venir. Défi des élections générales de 2026, les militants au cœur de l'action, le thème du Conseil national tenu par le parti Les Démocrates samedi 22 juillet dernier, assorti de 5 résolutions. Ils demandent à voir clair dans les travaux préparatoires des scrutins en exigeant leur présence dans les instances chargées d'organiser ces élections comme l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP par exemple. Rouleté et ses hommes soutiennent aussi les producteurs dans ce qu'ils appellent la lutte contre la destruction de l'économie nationale tout en appelant à l'ouverture sans condition du marché agricole béninois aux étrangers. Chez les démocrates, c'est également une récente série de sueurs froides à l'hémicycle dans le processus de désignation des représentants du Parlement dans les différentes institutions. C'était une bataille jurisprudentielle marquée par plusieurs tours devant l'office du juge constitutionnel, dont il demeure d'ailleurs insatisfait des décisions. Ce qui les amène à parler d'une vassalisation des institutions de la République sous la rupture. Autant de questions d'actualité liées à cette formation politique que nous passons en revue dans cette émission Zone Franche de ce dimanche avec un élu du parti. Kamel Ouassangari, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis aux côtés de Franck Aounou pour la conduite de cette entrevue. Bonjour Franck. Bonjour William, chers téléspectateurs, bonjour. Cadre de l'administration, de la direction de la planification de l'administration et des finances au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, Kamel Ouassangari. Eh bien, du monde politique, je dirais que vous êtes un habitué puisque vous militiez déjà dans un parti politique avant d'être élu député à l'Assemblée nationale récemment. Mais du monde parlementaire, je ne peux me permettre de le dire, d'autant plus que c'est votre première législature. Alors, comment vivez-vous cette expérience, honorable Ouassangari? Merci. Avant de répondre à la question, j'aimerais remercier les téléspectateurs et vous remercier aussi pour le travail que vous abattez. C'est celui d'informer les populations de l'actualité béninoise. C'est vrai que c'est ma première participation au Parlement. Mais je suis plus ou moins quand même informé, j'étais quand même plus ou moins informé de ce qui se faisait au Parlement. Parce que j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un à qui j'ai servi plus ou moins d'assistant, où j'étais au courant de ce qui se passait au Parlement, où j'ai quand même eu une avance par rapport à certains sur ce dont on parle au Parlement béninois. Donc les méandres parlementaires ne sont pas une nouveauté pour vous, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas une nouveauté. Et comme vous l'avez dit au début, je suis un cadre de l'administration, donc je connais quand même, je suis informé, avant d'être cadre de l'administration, de la DEPAF du ministère des Affaires sociales, de 2011 en 2013, j'ai été attaché du cabinet d'un ministre, après j'ai été assistant du ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, et après assistant du ministre de l'Industrie, du Commerce et des petites et moyennes entreprises. C'est pour vous dire qu'au moins je sais du côté de l'administration ce qu'on amène au Parlement. D'accord. Alors, je suis curieux, qu'est-ce qui vous a donné le goût à la politique? Est-ce une passion, plutôt un genre d'héritage? Parce que je sais que votre génitrice, Madame Abiba Dafia Ouassangari, est une dame combattante, ancienne sous-préfet, ancienne chef de circonscription urbaine de Nati-Tengu, ancienne maire de la commune de Kéro, pendant plus de 12 ans, une des communes des décapés. C'est elle qui vous a inoculé les germes de la politique? Mon éducation a contribué énormément parce que on m'a appris dès le bas âge à servir et à rendre service. Donc, j'ai eu aussi la chance, dans le contexte où j'ai grandi, à voir ça, maman, dans le milieu politique, ça a pris goût parce que les gens venaient à la maison. On posait des problèmes en son absence, ce que nous pouvons faire pour régler plus ou moins. On a essayé de prendre ce goût, de vouloir aider les autres, et c'est ce qui m'a amené à la politique.
Eh bien, après avoir parlé de la personne de Kamel Ouassangari, député, acteur politique, on va en venir à un des premiers axes de nos discussions. Talons et ces gens ne nous empêcheront pas d'atteindre nos objectifs. Ce sont là des mots du président de votre parti, les démocrates Éric Rondeté, en conférence de presse le 16 juillet dernier, au sujet des différentes désignations des représentants du Parlement dans différentes institutions. Que voulez-vous dire ou que veut dire votre parti politique à travers ces mots? À travers ces mots, nous voulons faire comprendre à la majorité présidentielle et majorité parlementaire que le peuple béninois nous a envoyé au Parlement pour un travail précis. Et c'est juste là. Donc, quel que soit tout ce que nos amis, nos frères d'en face feront, on va atteindre notre objectif. Celle de représenter qualitativement le peuple béninois au Parlement. D'être le porte-parole de la population béninoise au Parlement et contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Doit-on voir une déception des processus de désignation dans cette façon de parler du président de votre parti? Non, je vais profiter pour que le peuple béninois comprenne une chose. Nous, l'objectif que nous poursuivons beaucoup plus, c'est en élevant le ton, en haussant le ton et en allant vers la Cour constitutionnelle par rapport aux différentes étapes de la désignation, c'est qu'on puisse disposer des décisions de la Cour constitutionnelle qui peuvent nous servir de jurisprudence à l'avenir. Parce que nous sommes convaincus qu'en 2026, le Parti des démocrates, ce sera le candidat du Parti des démocrates qui va accéder au pouvoir en 2026. Donc, et vous aurez la majorité au Parlement. Et si en ce moment, si nous voulons appliquer ce qui nous est appliqué aujourd'hui, qu'on n'ait plus d'autres décisions contraires à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pour ça que nous voulons avoir des décisions de la Cour constitutionnelle. C'est pour ça qu'on va vers la Cour constitutionnelle pour avoir les décisions disponibles. Vous serez gagnant en 2026. Qu'est-ce qui vous donne autant d'espoir? En 2023, personne n'attendait le Parti des démocrates. Si on voit les conditions dans lesquelles le parti a pris part aux élections, et malgré la caducité des documents électoraux, malgré l'amatin, on a pu avoir 28 députés, même nombre de députés qu'un parti de la mouvance présidentielle qui a des ministres, des DG, avec des moyens et des représentants un peu partout, avec 4 ans où on a vécu un parlement monocolore, où on ne nous sentait pas avec, et à notre niveau, nous avons des exilés et des prisonniers politiques. On est arrivé à avoir 28. Aujourd'hui, on est présent, on a la parole, on sait qu'on s'organise pour prendre la majorité, pour avoir la majorité, et c'est faisable. Est-ce que ce n'est pas la victimisation qui a payé? Non, pas la victimisation, parce qu'on travaille. Nous, comme au niveau du Parti des démocrates, nous avons, le parti a quand même un existant. Parce qu'on a la chance qu'au sein du parti, on a un militant qui est le président d'honneur du parti, qui a été un ancien président de la République, qui a quand même un bilan. Et c'est ce bilan, le parti a reçu ce bilan qui présente et compare avec ce qui se fait aujourd'hui. Et ça a payé. Tel des bébés, vous vous adossez, enfin, vous grimpez le dos de Boni Yayi, vous l'utilisez à bon escient pour atteindre vos objectifs, c'est ça? Le président Boni Yayi est même fondateur du Parti des démocrates. Et le président Boni Yayi, c'est vrai, c'est le président d'honneur du parti. Et il contribue également à ce que le Parti des démocrates puisse être la première force politique du pays. Donc, ce n'est pas forcément qu'on grimpe sur zone de pour... Donc, c'est pour vous qu'il se déplace beaucoup à travers le pays, à faire beaucoup de la communication. Le président Boni Yayi se déplace pour l'amour qu'il a pour le peuple béninois. Parce qu'il veut contribuer à l'amélioration de leurs conditions. C'est pour ça qu'au fait, il se déplace beaucoup plus. D'accord. Alors, les députés, les démocrates ont été sommés par la Cour constitutionnelle de choisir au plus tard le 20 juillet dernier leurs représentants dans les commissions permanentes et institutions. Sinon, la plénière à l'hémicycle en déclarerait autrement le 27 juillet au plus tard. C'est bien cela. Le parti ne s'en est pas réjoui, on le sait. Mais comment avez-vous apprécié personnellement, Kamel Ouassangari, cette décision des 7 sages de la Cour? Je m'attendais au fait que la Cour constitutionnelle dise qu'elle est incompétente. Parce que il y a une cour, c'est vrai que c'est une nouvelle cour qui s'est installée, qui avait pris une décision et qui avait demandé à ce qu'on désigne les barnums
de désir ou de pas désir. Surtout que le président de l'Assemblée nationale a dit qu'il y a des parlements qui ont existé, des législatures où le poste de secrétaire n'avait pas été pourvu et pourtant ça n'a pas empêché. Et malgré qu'on n'avait pas eu à désigner, les commissions fonctionnaient. Donc je ne trouvais pas que ce soit le rôle de la Cour de nous donner un délai pour désigner. Mais nous, comme je l'ai dit plus tôt, c'est qu'on voulait une décision de la Cour. Parce qu'on sait que demain, quand on aura la majorité, on peut remettre que les postes de secrétaire à la prochaine minorité. Parce que je veux que les populations comprennent, c'est une première depuis le niveau démocratique qu'on a un parlement où les 5 commissions qui existent sont dirigées uniquement par la majorité parlementaire. À chaque législature, au moins une commission est dirigée par la minorité. C'est la première fois. Et en 2011, la majorité est constituée par FCBE et quelques partis qui s'étaient joués à la FCBE du président Yahibouni, avaient fait pratiquement la même chose en laissant les postes de secrétaire à la minorité d'alors. Mais la Cour a tranché pour dire non de reprendre les élections. C'est vrai qu'à la reprise, on a été obligé de remettre d'autres postes à la minorité. C'est sur cette base que nous, on s'est dit, bon, si ça avait eu lieu, si la Cour avait pris une décision en 2011 pour demander de reprendre, nous, on allait saisir la Cour et voir comment la Cour allait trancher. Mais nous prenons acte, surtout que les décisions de la Cour sont sans recours, on prenons acte et nous, on attend. Justement, Kamel Ouassangari, c'est de cette bataille juridique de 2011 qu'est née la jurisprudence de la Cour parlant de minorité et de majorité présidentielle. Parce qu'à l'époque parlementaire, je voudrais dire, parce qu'à l'époque, il se dégageait clairement au sein de l'hémicycle une majorité et une minorité. Aujourd'hui, de façon arithmétique, 2 partis de pôles différents en matière de bord politique ont le même nombre de députés, 28 députés, et un autre parti de la majorité présidentielle à 53 députés. Vous attendiez voir une confirmation d'une jurisprudence dans une situation comme celle-là qui n'expliquerait pas forcément le problème? Il faut que les gens comprennent que la minorité parlementaire n'est pas, ou bien la majorité parlementaire n'est pas liée au nombre de députés qu'on a. C'est lié à au soutien ou non du pouvoir. Les autres, vous soutenez le pouvoir. La majorité actuelle, je vais vous faire comprendre une chose. On aurait pu être le parti qui soutenait le pouvoir en place. On aurait pu l'appeler minorité parlementaire, mais on est en minorité. Eux sont majorité parlementaire parce qu'ensemble ils font la majorité. Donc la minorité, parce qu'eux deux ont fait lors de la constitution de leur groupe parlementaire, on dit clairement qu'ils soutiennent les actions du pouvoir en place. Et mieux, là, en 2013, lorsque on avait saisi la Cour constitutionnelle en ce qui concerne les histoires au niveau des élections, au niveau des commissions, la Cour a été claire, la Cour passée, qui disait au lendemain des élections législatives du 8 janvier 2013, la minorité parlementaire constituée par les députés élus sur la liste des démocrates et la majorité parlementaire constituée des députés du groupe parlementaire BR et Union pour de Renouveau. Donc la Cour avait déjà tranché cette question de minorité parlementaire et majorité parlementaire. Et dans cette même décision du 9 mars 2013, 2023, vous voulez 2023, la Cour dit dans son article, en conclusion, article 4, de tout faire pour y faire figurer un député de la minorité parlementaire dans le bureau des commissions. Donc la Cour avait déjà tranché. Peut-être que c'est parce que la Cour a changé de main, il y a une nouvelle Cour qui est venue, qui a été remplacée à 100%. Mais est-ce que cela, la décision ne sont pas également, ne tiennent pas compte des contestes? Non, 2023, c'est le lendemain de notre élection, où il n'y a eu que 3 partis. Ce n'est pas une décision de 2011. C'est une nouvelle décision, c'est de 2023. Suite à l'élection du 8 janvier 2023. Donc il ne peut pas avoir le contexte, c'est le même contexte. Est-ce que ce n'est pas la part belle qui vous est faite si le seul poste qui vous est réservé dans toutes les commissions permanentes, c'est le poste de secrétaire, quand on sait qu'après le président, il n'y a que le vice-président avant le secrétaire? Non, après le président, il y a le vice-président, il y a le premier rapporteur, le deuxième rapporteur et le secrétaire joue un rôle important. Oui, le secrétaire. Il faut connaître le fonctionnement du Parlement, il faut voir le rôle du secrétaire. Dites-nous tout. Non, vous savez,
c'est toujours bien d'avoir quelqu'un dans le bureau d'une commission. Parce qu'au moins la personne est plus ou moins informée. C'est ensemble que le bureau se réunit pour décider par exemple quels sont les projets ou les propositions de loi pour faire la programmation des travaux. C'est toujours bien. Mais c'est aussi, si nous disons que nous voulons être clairs, on ne cache rien, je ne sais pas qu'est-ce qui gêne pour que tout le monde puisse être en tenant compte des commissions. Si on remet le poste de secrétaire à tel parti, qu'on remette une autre poste de rapporteur, surtout nous on aime travailler, c'est pour ça qu'on aime le poste de rapporteur. Et au groupe parlementaire. Comme vous, les autres députés aussi aiment travailler. Non, le problème c'est que il faut que les gens comprennent, sans secrétaire, le bureau peut fonctionner, la commission peut fonctionner. Mais sans rapporteur, la commission ne peut pas fonctionner. Il faut impérativement la présence du rapporteur. Donc la majorité présidentielle s'est entendue pour vous reléguer au dernier rang. Bon, ils pensent qu'ils veulent nous reléguer au dernier rang, mais nous sommes tenaces. Oh, c'est de bonnes guerres, non? Oui, c'est de bonnes guerres. Vous n'êtes pas sûr. Vous êtes sur un terrain où pour avoir ce que vous voulez, il faut batailler dur. Nous sommes en politique. On a bataillé dur pour être là où nous sommes aujourd'hui. Alors, l'Union progressiste, le renouveau, dit que ils ont l'impression que la Cour a légiféré à la place des députés de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous nous dites que vous auriez pu apprécier que la Cour dise qu'elle est incompétente par rapport à la décision qu'elle a rendue. Finalement, qu'est-ce que vous voulez de la Cour, vous, députés? La Cour a pris une décision, mais une décision qu'elle se peut expliquer. Nous voulons, à défaut de se déclarer incompétente, de nous dire, en prenant les dernières décisions, pas les dernières décisions. Bon, ou bien je m'arrête au niveau de la commission. Si en prenant les dernières décisions, en ce qui concerne par exemple au niveau des parlements, les différents parlements et institutions régionaux, qu'elles nous disent quel est le mode de calcul. Et on s'adapte, mais c'est la Cour même qui aujourd'hui désigne à la part des députés. Elle a outrepassé son rôle, je pense. Donc vous, comme les députés de la majorité présidentielle, vous pensez que la Cour ne devrait pas dire qu'un poste revient à la haute cour de justice et c'est donné au parti républicain et que le parti des démocrates, dont vous faites partie pourtant à la commission des droits de l'homme. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas le rôle de la Cour. La Cour doit nous dire, parce que nous, au fait, au niveau du parti des démocrates, nous avons dit qu'on n'était pas d'accord du mode de calcul de la clé de répartition. Parce que les gens doivent comprendre que la commission des lois, qui est la majorité constituée des députés de la majorité parlementaire, avait fait un premier travail où il y avait un mode de calcul qui a été fait. Mais c'est arrivé en plénière que ce mode de calcul a été rejeté. Pour parler maintenant au lieu de parler de minorité-majorité, on n'a pas parlé de groupe parlementaire. Et c'est suite à ça que le nouveau mode de calcul a été fait. C'est ce nouveau mode de calcul que nous avons rejeté. C'était à la Cour de nous dire maintenant, voilà le mode de calcul que vous devez adopter, et par rapport à ça, on applique. Mais dans une première décision, la Cour a dit que cette clé de répartition n'était pas non conforme à la Constitution. C'est pour ça, aujourd'hui, les décisions de la Cour sont sans recours. Si elle dit, c'est quelque chose, même demain, la Cour peut dire autre chose. Ça, on nous étonne avec cette Cour. Bon. Vous voyez un revirement jurisprudentiel. Les décisions de la Cour ne sont pas susceptibles de recours, mais on peut opiner. On va vivre des revirements jurisprudentiels avec cette Cour constitutionnelle. Je suis convaincu. Parce que nous, on ira toujours vers cette Cour, malgré que on n'a plus la confiance à la Cour, mais on ira toujours pour avoir des décisions. Vous ne prêtez pas là des intentions aux 7 sages de la Cour. Ils s'en tiennent quand même à la loi. Moi, je ne peux jamais faire confiance à cette Cour si on sait de la manière dont elle a été désignée. D'ailleurs, votre parti désapprouve la on a saisi la Cour. Qui estime que on a saisi la Cour pour dire on n'est pas d'accord de mode de désignation parce que ceux qui ont été désignés par le Parlement ont été désignés par les députés du groupe parlementaire BR et Union progressiste. Bien qu'on soit au point, bien qu'on ait un membre au bureau. Mais on a saisi la Cour s'est déclarée incompétente. Mais au même moment, cette même Cour
dans une de ces décisions qui concerne les parlements et les institutions, trouve que l'opposition doit être représentée. Si l'opposition peut être représentée au niveau des institutions de l'État et parlement régional, pourquoi l'opposition ne peut pas être représentée au niveau de la Cour constitutionnelle elle-même? Pourquoi est-ce que votre seul représentant dans le bureau de l'Assemblée nationale, je veux parler du deuxième vice-président Basile Rossi, il a dit qu'il a été appelé à 10h alors que la rencontre était à 13h et que c'est pour cela qu'il n'a pas siégé. Est-ce que c'est de la faute? Est-ce qu'il n'était quand même pas informé de ce que le bureau de l'Assemblée nationale devait siéger et désigner 4 représentants pour les 7 sages de la Cour constitutionnelle? Je profite pour souhaiter bon rétablissement à l'honorable Rossi, qui est souffrant. Et je leur ai dit que lors de la désignation, même le président de l'Assemblée nationale n'était pas au pays. Il était au Niger. C'est par téléphone qu'il a demandé de convoquer l'équipe. Parce qu'il a un délai de désignation où il n'a pas désigné à temps. Et c'est par téléphone qu'il a demandé à ce qu'on désigne, que le bureau de l'Assemblée nationale se réunisse. Et c'est à 10h on amène. Alors qu'on sait habituellement les réunions, c'est au moins 48 heures qu'on envoie les avis de réunion pour que... On avait une intention délibérée de ne pas, sachant bel bien que l'autre est souffrant, il avait une intention pour qu'il ne soit pas là. Bon, on a pris acte. Alors, au Parlement, lorsque je vous écoute là, rien ne semble vous contenter. Finalement, qu'est-ce que vous appréciez dans la gestion du Parlement, vous les démocrates? Donc, on vient de faire 3 mois pour une session. On n'a pas eu grand-chose à faire, de toute façon. C'est vrai, c'est que normal. Parce que c'est une nouvelle législature, il faut installer les différentes structures. C'est ce qu'on a fait. Et les gens n'ont pas voulu remettre ce qu'ils devaient remettre au Parti des démocrates. On est allé à la Cour constitutionnelle. Ça nous a pris du temps. Mais si, nous, ce qu'on veut, c'est vrai, ça a commencé avec la relecture d'un projet de loi sur les déchets chimiques qui a été envoyé. C'est ce que nous voulons. Nous sommes là pour travailler. Nous voulons, étant donné que les autres sont majoritaires, qu'assez les dossiers viennent pour qu'on puisse travailler pour améliorer les conditions de vie des populations béninoises. Le président de l'Assemblée semble quand même ouvert. C'est un homme qui a un esprit assez ouvert. Beaucoup ont témoigné. Vous le voyez de la même façon? Avec tout le respect que j'ai pour le président de l'Assemblée, il fait beaucoup plus de la théorie que de la pratique. Ce qu'il dit, il ne réalise pas. Donnez-nous des exemples. Non, c'est bien. Avec le président, je dis, c'est vrai, on aimerait quand même le voir à l'heure, parce qu'il ne dit pas qu'il veut travailler dans un consensus avec tous les bords, mais on ne sent pas ça en lui. Il se comporte toujours comme le président d'une partie de l'Assemblée, comme le président de la majorité parlementaire, parce que déjà, si un député de la minorité pose un problème au Parlement, au lieu de laisser que les autres répondent, c'est vrai qu'il est membre d'un groupe parlementaire, il donne la réponse. Donc, et si les députés de la majorité font des erreurs, ils n'en parlent pas, ils laissent passer. Mais il faut que ce Nous n'avons aucune preuve de ce que vous dites là. Moi, j'ai suivi la session où il a été question de se prononcer sur les prestations au niveau du CNHU. J'ai vu que la parole a été distribuée en même temps à tous les groupes parlementaires. Où chaque groupe parlementaire a disposé, je crois, de 40 minutes pour... Non. On avait 15 minutes. C'est normal. C'est le règlement intérieur qui donne ce pouvoir au président de l'Assemblée, qui peut limiter le temps de parole. Donc il avait voulu que le débat soit fait en 1 heure de temps et tenir compte du poids de chaque groupe parlementaire. On avait 28, on avait 15 minutes, B avait 15 minutes et UP avait eu 30 minutes. Ça, c'est le règlement intérieur. Moi, je parle beaucoup plus sur... Si nos députés ont fait des observations, ils ne se comportent pas comme un président de toute l'Assemblée, mais ils se comportent comme toujours élément de l'UPR. C'est vrai, il est de l'UPR, mais il est président de l'Assemblée. C'est pour ça qu'il est en haut. Et c'est pour ça qu'il dirige les débats. Donc, s'il veut intervenir, s'il veut vraiment défendre l'UPR et son parti politique, il doit descendre pour venir vers nous et parler. Mais on voit que c'est dans moins de 3 ans, ça va finir en 2026. Vous le désignez déjà pour vous tous? Non, heureusement que ça va finir en 2026. Ça va finir. Parce que je sais que, Inch'Allah, en 2026, il sera assis à sa place. Et je serai de l'autre côté. Ah oui? Vous nourrissez des ambitions d'être président de l'Assemblée nationale? Je suis déjà député. Il est député comme moi.
je pourrais plus être à sa place. C'est pas un concours. Il a été élu. Et il le sait bel et bien. Puisque vous avez dit que vous aurez le président de la République, vous aurez le perchoir de l'Assemblée nationale, et vous, Ouassangari, Kamel, vous dites que vous serez président de l'Assemblée nationale. J'y crois. Comme j'avais cru que je serais à l'Assemblée. D'accord, nous allons prendre date pour voir si ce sera le cas. Alors, la cohabitation avec les autres députés, avec les autres groupes parlementaires, le BR, l'UPR, comment ça se passe? J'aime toujours le dire, le Bénin est un et indivisible. Nous sommes tous frères. On se connaît, on est... Quand je prends ma circonscription électorale, on est 5 députés élus. Donc ça veut dire les autres élus, on se connaît très bien. Alors qu'au Bénin en plus, il y a assez de brassage entre les régions. Donc ça vous dit, si c'est pour le côté social, ça se passe bien. C'est là des dossiers que souvent que les populations voient qu'il y a souvent des problèmes. Et ce qui est normal, parce que peut-être que nous n'avons pas la même vision de développement. Ils ont leur vision, nous avons notre vision. Si on estime que ce qu'ils font n'arrange pas la population que nous représentons, on est obligé de rehausser la voix, et c'est ce qui se passe. Sinon, on est tous des frères au Bénin. Kamel Ouassangari, député Les Démocrates à l'Assemblée nationale, nous allons aborder un autre pan de nos discussions. C'est bien un de vos principaux programmes de législature, sinon projet de législature, faire libérer les personnes en détention, que vous appelez détenus politiques, des personnes hors du Bénin qui pour vous sont en exil. Cette loi, cette proposition de loi, c'était très tôt venu dans les débats publics. Qu'est-ce qu'il devient? Ça a fait son petit bonhomme de chemin. La proposition de loi sur les prisonniers politiques fait son petit bonhomme de chemin. C'est déposé sur la table du président de l'Assemblée déjà très tôt. Et la proposition a été affectée à la commission des lois. Actuellement, c'est au niveau de la commission des lois qui doit se réunir et sortir un rapport avant que ça ne vienne en plénière. C'est vrai que nous avons souhaité que rapidement que ça soit programmé. Et nous faisons le plaidoyer qu'il faut pour que la commission des lois puisse rapidement traiter le dossier. C'est vrai qu'ils disent aussi qu'ils avaient d'autres dossiers qu'ils sont en train rapidement de finaliser. Mais nous avons espoir quand même avant, peut-être lors d'une prochaine session extraordinaire ou bien une session, la session d'octobre, la journée budgétaire, que ça vienne maintenant. Alors, que comporte cette loi? Dites-nous quelques grandes lignes de cette loi d'amnistie. C'est en 5 articles où on demande juste comme ce qui s'est fait par le passé, la libération des prisonniers et détenus politiques et le retour des exilés politiques. Donc pour toutes les charges qu'il y a contre eux puissent être annulées et ramenées à zéro pour qu'ensemble on puisse contribuer au développement du pays. Quel travail vous faites en amont pour amener vos autres députés, parce que là vous avez une grosse machine de la mouvance présidentielle à laquelle vous ne rendez pas la tâche facile pour une telle loi? Est-ce que vous pensez que c'est votre radicalisme, votre position actuelle qui puisse vous amener à bon port? Quel est le travail que font les députés, les démocrates aujourd'hui pour faire passer cette proposition de loi? Nos camarades en face savent que nous ne sommes pas radicaux. C'est vrai qu'il y a des moments où on hausse le ton, c'est ce qui est normal. On dit, je le dis, je le répète, on refuse d'être vassalisé. On a été élu pour représenter le peuple. Mais on fait un grand travail. C'est vrai qu'on est allé vers le président Nicéphore Djedjoin Soglo. On a écrit aux anciens présidents de l'Assemblée nationale, le président que je respecte, le président Amoussou, le président Edji Kolarolé, le président Mathieu Nago, pour demander des audiences. Mais à côté, on voit aussi la confession religieuse, nos responsables des cultes endogènes, pour que tout cela puisse plaider pour que ceux qui se retrouvent en prison, en exil, puissent rentrer chez eux. Vous ne faites pas le lobby, vous non, passez par... Je peux poser ma question? Oui. Alors, votre entrée en scène au Parlement, ça a été avec beaucoup de fougue. Je me rappelle encore bien la déclaration que vous avez faite à votre installation. Vous avez rejeté le rapport d'activité du président de Louis Vlavono. Vous savez qu'il est de la majorité parlementaire.
ainsi de suite, et vos prises de position lorsqu'il s'agit des activités, même au niveau du Parlement, en son temps, quand vous aurez besoin de ces gens-là parce que votre nombre, de façon arithmétique, ne peut pas faire le job, de faire passer la loi. Même pendant la campagne électorale, les députés de la mouvance de l'UPR, dans certaines circonscriptions électorales, avaient annoncé qu'ils allaient être porteurs d'une proposition de loi pour la libération des détenus. Ah oui? Où est-ce qu'ils l'ont dit? Ça a été dit énormément dans la 4e circonscription électorale. Les candidats en ce moment l'ont dit. Donc, ce qu'elle pense, c'est pour amener tout le monde. Et comme il le disait, qu'on est tous une famille. Peut-être que si je prends le professeur Joël Alivor, c'est vrai qu'il y a des parents qui sont dans la mouvance présidentielle. Nous sommes une famille. Peut-être que il y a des gens peut-être même qui se sentent beaucoup plus liés à ces personnes que même nous les députés. C'est pour ça que je suis convaincu que je suis favorable. Non, mais Kamel Ouassangari, Joe Biden disait que le Parlement est la citadelle de la démocratie. Oui. C'est le point névralgique de la politique. Oui. Vous ne direz pas qu'au nom d'une certaine sympathie ou une affection pour un des détenus politiques ou un des exilés, des députés vont refuser des consignes de leur parti politique et pouvoir faire un peu de sentimentalisme aux côtés des démocrates? En 2015, il y avait eu la levée de l'immunité en ce temps, l'ex-ministre Barthélémy Cassa, demandé par le président Yahya Boni. Mais c'est là, en majorité, ce sont les députés du FCBE, les députés du président Yahya Boni, qui ont voté contre la levée de l'immunité du ministre Cassa. C'est pour dire, c'est pas forcément, parce que le parti a dit, pour certains sujets, que tout le monde va respecter. Et mieux, la libération de Rekia Amadou, de Joël Alivor, des centaines de jeunes qui sont en prison et le retour des exilés politiques n'est pas forcément lié à un parti politique. C'est la recherche des moyens pour que tous les fils du Bénin puissent contribuer au développement du pays. Et du fait aussi que le président de la République, le président Patrice Talon a dit qu'en 2026, qu'il veut quitter en 2026 le pouvoir pour être porté en triomphe. Je suis convaincu la libération, l'acte qu'il prendrait, s'il contribuait à la libération de tous ceux-là, à la fin, il serait porté en triomphe. Vous en avez discuté personnellement avec Patrice Talon? Non, il avait dit qu'il veut quitter le pouvoir, qu'il veut être porté en triomphe. Il l'a dit publiquement qu'il veut être porté en triomphe. Je dis, si la libération de ceux-là contribuera à ce qu'il soit porté en triomphe à la fin de son mandat. C'est la veille d'armes du 1er août, une grâce présidentielle de Patrice Talon à ces personnes vous surprendrait-elle? Non, bizarrement, moi j'y crois. Je me dis que Patrice Talon nous ferait une grosse surprise. Le 31 prochain? Peut-être même avant le 31, qui sait. C'est lui seul, c'est juste son bic. Et ce que son ministre de la Justice de chez nous va lui faire, il va signer, c'est fini. D'accord, nous attendons de voir. Et puis à côté, avant de passer à un autre sujet, ce qui se passe au Niger rapidement. Vous avez suivi l'actualité. Oui. Un président démocratiquement élu qui a été déchu par un groupe de militaires désormais aux commandes. Oui. C'est regrettable. C'est regrettable, je le dis. Nous ne devons pas faire l'apologie des coups d'État. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à reprocher à nos gouvernants, aux institutions régionales et internationales qui se taisent souvent. Mais ce n'est pas pour une raison pour faire l'apologie des coups d'État. Mais les coups d'État ne sont pas que militaires. Il y a les coups d'État institutionnels et l'exclusion aussi est un coup d'État. C'est pour ça que nous devons amener nos gouvernants à vraiment appliquer la démocratie pour que les populations vraiment puissent se sentir concernés et que ceux qui les représentent vraiment. Mais ce n'est pas bon. Les coups d'État font reculer un pays. On va rester à l'hémicycle. Bientôt 6 mois. Le 12 août prochain, vous ferez 6 mois, 9e législature. Les démocrates, Franck l'a rappelé tout à l'heure avec le discours plein de verve de Nouri Ouachali pour donner le ton de la législature. Quand vous reviendrez en octobre, ce sera la session budgétaire. Pas vraiment beaucoup de temps à consacrer à d'autres questions autres que la loi de finances. Qu'avez-vous déjà fait en tant que parti de l'opposition? Actuellement, en tant que parti de l'opposition,
hors de l'hémicycle, on a assez de commissions qui travaillent pour préparer la relecture de certaines lois qu'on va, dans les jours à venir, probablement déposer, que nous estimons, que nous avons condamné par le passé. Et c'est vrai que les travaux ne sont pas finis, les comités mis en place sont en train de travailler. Par exemple, la loi sur le financement des partis politiques. Nous estimons que ce n'est pas normal que ce soit les partis qui ont des représentants à l'Assemblée ou bien au niveau des mairies qui en bénéficient. Il faut que tous les partis qui existent légalement puissent en bénéficier. Donc il faut revoir la clé de répartition sur le financement des partis politiques pour permettre à tous les partis de fonctionner. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, les lois que vous proposez qui ont des incidences financières, vous devez pouvoir proposer. Oui, mais ça comment est-ce que... On ne pas une incidence financière. On garde toujours le même montant. C'est juste la clé de répartition. Il faut revoir. Vous seriez content aux démocrates d'avoir un montant moins important que ceux que vous avez actuellement? Nous sommes des démocrates. Nous estimons que tout parti légalement constitué doit bénéficier du financement des partis politiques. Si on veut vraiment que les partis fonctionnent, n'aillent pas chercher les financements ailleurs. En dehors de cette loi, est-ce que d'autres lois vous intéressent ou des propositions nouvelles sont en attente ou que vous avez déjà amorcées? Oui, il y a des travaux qui pour l'instant, tant qu'on n'a pas encore fini valider à un certain niveau, mais comme je l'ai dit, il y a des travaux qui se font, des réflexions qui sont menées pour quand même le parti des démocrates ne soit pas là juste pour faire des questions d'actualité au gouvernement, mais que ce parti puisse quand même avoir des propositions, plus déposer des propositions de loi pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Alors, si on doit tenir compte des promesses que vous avez tenues en face des populations lors de la campagne avant les législatives, à quel pourcentage vous êtes aujourd'hui? Et je pense qu'à cette question, ce sont les populations qui vont m'évaluer. Et bientôt, on est en vacances parlementaires, c'est vrai qu'on a des travaux de commission, je serai sur le terrain et les populations me disent si elles sont satisfaites de... Si je suis en train d'atteindre les objectifs que je m'étais imposés et on verra bien. Peut-être je vais revenir un jour et je vous dis ce que les gens me disent. Vous avez déjà fait environ 100 jours. Oui. Qu'est-ce que vous avez pu faire en faveur de ces populations-là et donc que vous pouvez comptabiliser aujourd'hui? C'est simple, non, pour le dire? Non. C'est énorme. C'est que, vous devez comprendre, il y a tellement de choses à faire. Si quelque chose ce que nous faisons, c'est comme verser comment dire, un grain de maïs dans un tonneau. C'est énorme parce que les problèmes sont énormes au sein de nos populations. C'est que je prends les questions que nous posons, ça vient souvent des populations qui veulent comprendre certaines choses. Donc, nous, on recense les désirs de nos populations, on essaie de travailler pour qu'on puisse quand même aller. Mais je pense qu'on fait notre petit bonhomme de chemin. C'est pas encore ça. On peut faire mieux, mais petit à petit, ça ira quand même. Il est rare d'entendre les députés démocrates, en tout cas le parti des démocrates, féliciter le pouvoir en place, le président Patrice Talon. Mais après la question de l'honorable Dapé Sossou sur les questions de santé publique, les prestations dans les formations sanitaires, le dernier conseil des ministres a pris une batterie de mesures pour renforcer tout ce qui se fait dans les centres de santé. Comment vous l'appréciez? Moi, je suis Saint Thomas, parce qu'il n'y a plus tellement d'annonces, mais dans la réalité, on ne voit pas. Moi, je suis Saint Thomas. Ce qui est annoncé, est-ce que c'était dans le budget? Ce qui est annoncé, c'est le budget à venir. Est-ce que ce qui est annoncé est dedans? On peut venir dire à un conseil de ministre qu'on fera ci, qu'on fera ci, qu'on fera ça. Mais si ce n'est pas budgétisé, c'est vrai qu'on communique sur ça abondamment, mais dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, on ne voit rien. C'est déjà un début, non? Il faut prendre la décision et engager le parcours pour la réalisation. Oui, il faut prendre la décision. Mais on annonce, pourquoi je vais applaudir jusque les annonces? Alors que il y a déjà des cas où il y a des annonces et plus d'une année, plus de 2 ans, plus de 3 ans, on ne voit rien. Est-ce que le député que vous êtes n'est déjà pas quelque peu content du fait que des questions, des préoccupations, vous l'avez dit tout à l'heure, vous le relevez que des préoccupations des populations, des questions que des populations vous ont confiées, vous arrivez à les amener en plénière et que par la suite, l'exécutif y prête attention? L'exécutif n'a pas le choix que d'y prêter attention. C'est la Constitution qui l'a demandé.
On pose des questions. C'est vrai que ça dépend parfois de la conscience des présidents pour la programmation. Mais qu'il veut, il doit répondre. S'il ne répond pas, il a aussi ce qui est prévu dans ce cas. Mais s'il vient de répondre, depuis moi, il y a posé une question sur le drame de Dassa, après sur les péages, mais chaque fois après l'intervention, je ne suis jamais satisfait des réponses. Mais en répondant, je fais des propositions. Et je m'attends, mais il faut reconnaître que lorsque j'ai fini de poser, lorsque j'ai déposé la question d'actualité sur le drame de Dassa, le gouvernement a entrepris des actions. Il y a des ambulances, des ambulances, les citernes pour les gens qui ont été commandés. Moi, j'attends maintenant pour voir, en conseil des ministres, évidemment, j'attends maintenant pour voir, dans 6 mois, je vais essayer de rappeler, interpeller encore le gouvernement, pour voir les effets d'annonce qu'on avait dans la réponse du gouvernement, si ça a été réalisé. Donc, c'est pour dire, on fait un suivi pour voir si ce qui avait été annoncé pour renforcer le parc automobile des sapeurs-pompiers pour leur permettre de s'occuper des flammes, si ça a vraiment été fait ou bien si c'était des effets d'annonce. Si c'est vraiment les interpeller encore à l'Assemblée qui viennent nous dire, et suite à ça, c'était bien, on va leur dire, félicitations, merci, de vous être occupé, c'est pourquoi vous avez été élu. Quand vous arrive d'aller passer quelques jours dans votre Kéro natal, dans les 2KP, quel est le retour que les populations vous font, un peu des actions du gouvernement, de vos actions et ainsi de suite? Les populations des 2KP, de Kéro en général, sont tellement déçues du gouvernement, du pouvoir. Tellement. Parce que depuis 2016 que ce gouvernement a été installé, il n'y a rien qui a été fait par un Kéro. Rien. C'est pour ça que je dis, le développement, le Bénin ne se résume pas à l'aéroport et vive. Je vois que même dans Cotonou, il y a des points comme on l'a dit. Tu ne peux pas vivre. Tu peux croire qu'il y a des Béninois qui sont dans une partie de Cotonou qui vivent dans des conditions vraiment exécrables. Kéro, c'est pire. Juste maintenant, le gouvernement, depuis 2016, a lancé près de 3 fois le chantier de construction de la voie de Kéro. Toujours lié. C'est difficile pour y accéder. Alors que ce chantier avait été lancé en 2016 et le gouvernement a suspendu les travaux. Donc, aujourd'hui, je me dis, et à Kéro même, aujourd'hui, il y a des classes jumelées. On mélange les enfants de CICP dans la même classe avec le même enseignant. Il y a manque d'enseignants dans les collèges. Donc, malgré tout, moi, je ne vois pas ce que... Ça a contribué à mon élection. Les populations ne sont pas senties concernées par le gouvernement en place. C'est pour ça que les populations ont sanctionné. Vous avez pris ça pour thème de campagne? Oui. Ils ont pu faire quoi depuis 2016? Et vous leur avez promis quoi? Parce que en disant... Le député ne construit pas les infrastructures. Alors, les populations ne vont pas de cette oreille. C'est pour ça que je suis convaincu qu'en 2016, ce qui n'a pas marché en 2016, après nous, c'est nous, ne marchera pas en 2026, même de façon déguisée. Vous êtes déjà descendu dans ces écoles-là que vous avez utilisées pour battre campagne? Vous avez utilisé les conditions de ces écoles, de ces acteurs. Je peux être ici, être toujours en contact avec ma base. C'est une question d'organisation. Ma présence physique n'est pas forcément nécessaire. C'est une question d'organisation au sein du parti et des structures et des populations. En culture, en milieu Bariba, on préfère avoir son frère qui vienne discuter, vienne partager ses réalités, que de l'entendre de loin au téléphone. La semaine du 25, j'étais dans les 2KP pour d'abord remercier pour tout ce qu'ils ont fait. Et déjà, ça m'a permis de faire une petite tournée, de les écouter, d'enregistrer. Et c'est ça qui nous donne la force pour les jours à venir au Parlement. J'aurai encore des questions à poser au gouvernement. Kamel Sangari, on va parler politique politicienne, puisque l'occasion s'y prête. Un conseil national du parti Les Démocrates, d'ailleurs avec une perspective de congrès national, pour 5 résolutions dont l'une intéresse tout de suite, c'est bien l'appel à un dialogue national à 3 ans de 2026. Il n'y a pas de contexte politique tendu, on vient de décrisper, dit-on, l'atmosphère politique avec les législatives auxquelles votre parti a participé. C'est quoi l'opportunité?
Vous voyez, en 2026, dans moins de 3 ans, c'est la première fois que qu'on participera à des élections générales. Ça n'est jamais arrivé au Bénin, c'est la première fois. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de tension en 2023. Le Parti des démocrates aurait pu hausser le ton. Nous s'est dit, on a mis la balle à terre pour qu'ensemble on puisse corriger. Les partis du pouvoir aussi savent que ça n'a pas été facile de gérer la liste électorale. Les populations n'ont pas retrouvé leur centre de vote. Donc, et encore aujourd'hui, la liste électorale est gérée par un étranger qui ne sait même pas si on t'appelle Biasika, d'où est-ce que tu es. On se dit, il y a le protocole additionnel de la CEDEAO a dit qu'en ce qui concerne la liste électorale, il faut que toutes les parties concernées puissent participer à voir. Et c'est pour ça que dans les années passées, on mettait en place une course de pied pour que tous les groupes, les partis de l'opposition et de la mouvance puissent aussi contribuer à l'actualisation de la liste électorale. Je pense que nous pensons que si nous avons un dialogue national, ensemble, nous pouvons contribuer à améliorer la liste électorale pour que ça soit une liste électorale consensuelle, qu'au niveau de la Sénat, que l'opposition se sente véritablement représentée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que nous pensons, si je prends l'exemple même de la Côte d'Ivoire dernièrement, le président Gbagbo a créé son parti. Le président Ouattara a estimé que c'est un parti qui, bien que ce parti n'a jamais pu faire une élection, le parti est représentatif. Il a eu une ouverture pour permettre au parti du président Gbagbo d'avoir un représentant au niveau de la commission électorale. Là, chacun est sûr que ce qui se fait est clair, qu'on ne lui cache rien. D'ailleurs, c'est la première élection générale. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'asseye pour qu'on puisse amorcer cette étape qui vient au même moment où le président de la République finit son mandat. C'est pour ça que c'est une nouvelle ère qui commence en 2026. C'est pour ça qu'il faut que nous abordons cette nouvelle ère en famille, dans la paix. C'est pour ça que nous demandons les élections générales. Est-ce que ce n'est pas budgétivore? Et ma question sera à double volet. Cette participation, certes, est un peu perçue comme budgétivore quand tous les partis politiques doivent comprendre. Et de deux, est-ce que ce ne sont pas ces instances qui ont amené les 28 députés que nous avons aujourd'hui? Vous doutez de la crédibilité du processus? Nous doutons de la crédibilité du processus. Et est-ce que il aurait posé en disant, est-ce que la conférence nationale de 90 était budgétivore? On n'a pas demandé de payer les perdièmes aux participants. Mais qu'on invite toutes les parties à s'asseoir et réfléchir pour aborder les élections générales, les premières dans l'histoire du pays, dans la paix, le consensus de tout un chacun. La paix n'a pas de prix. Vous n'avez pas participé au dialogue national de 2020 qui a abouti sur ces différentes réformes. Aujourd'hui, vous en appelez à un. Est-ce que vous imaginez le retour que ça fait dans la mouvance présidentielle? Les démocrates n'existaient pas en 2020. Mais les classiques de ce parti, bon, en 2019, après il y a eu la révision constitutionnelle, ensuite un dialogue national pour les différentes réformes. Est-ce que aujourd'hui les cadres de l'époque qui n'ont pas participé à ce dialogue, d'aucuns l'avaient refuté d'une manière ou d'une autre, comment vous imaginez les choses? Par exemple? Je veux parler de Boni Yayi, des fidèles qui lui sont restés. Quels fidèles par exemple? Bon, en 2019, le parti FCBA a pris part au dialogue. Ceux qui représentaient le parti, en immigration président, son premier vice-président, Paul Onpé, Yaoutofil, étaient au dialogue. Vous n'avez pas reconnu les résolutions, notamment les différentes réformes? Je ne reconnaissais pas à cette instance. Nous n'avons pas été invités. Parce qu'on n'a pas reconnu en ce moment, on n'a pas reconnu Paul Onpé, de la manière dont il est devenu président du parti. Donc, c'est que nous reconnaissons à ce moment le ministre Dianotin comme président du parti FCBA et n'avait pas été invité. C'était un problème plutôt interne, non? Interne. Au parti. Interne au parti. Alors, si le dialogue devrait se tenir aujourd'hui, vous avez parlé de 2026. Oui. Bon, généralement, on parle de dialogue politique lorsqu'il y a une crise profonde. Est-ce que nous sommes dans ce contexte-là aujourd'hui? Et lorsque vous parlez de la liste qui est confiée à un étranger, n'est-ce pas une expertise qui est juste sollicitée, puisqu'autour de lui, il y a des cadres béninois? Des cadres béninois. Qui travaillent, qui connaissent le... Il y a des béninois mieux outillés que c'est le nouveau directeur de l'ANIP. Il y a des béninois qui ont confectionné la liste électorale dont l'ancien président de l'année, coordonnateur de l'année, pas reconnu, était fiable. La compétence existe. L'autre qui est venu, personne n'a vu son parcours. Ce qu'on sait, c'est qu'il a été maire à Kigali, dans un pays
que je ne vais pas traiter de pays où les élections se gagnent parfois à 99%. Ça nous amène à avoir des inquiétudes. Ça nous amène à avoir des inquiétudes. Et pourquoi n'empêche ne veut pas que l'opposition, elle aussi, soit obligataire dans la conférence. Parce que c'est un travail technique, ce n'est pas un travail politique. Comme le COSLEPI. La CDA dit, et pourquoi la CDA a été claire, qu'en ce qui concerne la liste électorale, toutes les parties prenantes doivent avoir leur regard sur ça. Si ça arrange, on appelle CEDEAO, mais si on veut tourner, on oublie les décisions de la CEDEAO, c'est tout. Lorsqu'on évoque l'histoire du COSLEPI, on sait que pour un oui ou pour un non, pour des questions d'intérêt, la politique était capable de bloquer le processus et ça nous retardait énormément. Mais ça n'a jamais empêché la tenue d'une élection. Mais on perd du temps. Non, ça n'a jamais empêché la tenue d'une élection. Au contraire, ça a rendu plus fiable la liste électorale. Il y a eu des problèmes énormes. Tout le monde le sait. Moi, j'ai des gens qui se sont retrouvés à plus de 45 km de leur lieu de vote. Il faut tout corriger. Et pour corriger, il ne suffit pas de dire qu'on est venu afficher. Les populations sont en majorité analphabètes. Si on affiche pour devenir et faire la demande parfois en ligne, il y a des endroits où on n'a pas la connexion. C'est pour ça qu'il faut impliquer tout le monde pour que tout les parties puissent demander aux gens de sortir et aider les structures qui sont chargées de faire le travail pour que les populations puissent retrouver leur bureau de vote. Kamel Ouassangari, vous êtes au niveau de ce Conseil national, l'une des résolutions, c'est une approche holistique de la question du terrorisme. Je m'en voudrais de ne pas demander à un député de cette circonscription électorale et à un natif de Kérou, comment est-ce que vous percevez la politique de gestion du terrorisme par l'État béninois? Le gouvernement fait un effort, mais ça ne suffit pas. Parce que, comme je le dis, je suis convaincu que les terroristes s'installent là où sentent la division. Et dans cet effort que fait le gouvernement, il faut que toutes les parties soient impliquées. Les députés, les confessions religieuses, personne n'a de trop. Parce que la plupart du temps, si on regarde bien, parmi les terroristes, c'est souvent de propres frères dans les communautés qui sont recrutés. Et aussi, dans les villages, les gens savent, souvent les jeunes qui traitent avec eux. Mais les gens ont peur parce qu'ils ont peur de leur sécurité. S'ils dénoncent, qu'est-ce qui peut leur arriver? C'est pour ça qu'il faut que tout le monde, toutes les personnes soient impliquées pour que, par exemple, peut-être un des amis militants proches, par exemple, de LD, n'ait pas peur de venir te voir là, pour dire telle personne, être sûr que on ne le connaîtra pas, c'est quelqu'un d'autre qui pourra dénoncer. Et aussi, il faut que le gouvernement commence par avoir beaucoup d'activités socio-communautaires dans ces localités pour quand même utiliser ces jeunes à mener des actions et à trouver quelque chose un peu. Parce que la pauvreté, la misère ambiante contribue. Parce que là, vont peut-être pour des miettes auprès de ces gens pour se faire recruter. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à la politique agricole qu'on peut qualifier de protectionniste adoptée par le gouvernement, puisque lors de ce conseil-là, vous avez proposé l'ouverture du marché agricole aux étrangers pour un commerce au plus offrant? Pour nous ne comprenons pas. Personne ne peut dire que concrètement, le gouvernement dit ici qu'il n'est pas commerçant. Donc nous ne comprenons pas véritablement quel est le statut de GDZ. C'est pour l'État. Est-ce pour l'État? Est-ce pour les privés? C'est un PPP, c'est un partenariat public-privé. Un partenariat public-privé. Qui a le monopole d'acheter les produits vivants de nos populations? Donc si c'est un partenariat public-privé, ça veut dire qu'aujourd'hui, on donne tout le pouvoir aux commerçants de tout acheter. Personne qui a le refus de vendre à la GDZ. C'est ça qu'on dit, mais qu'on propose de meilleurs prix. Parce que les gens estiment qu'ils ne sont pas aidés, l'État ne les aide pas à produire par leur soja, et on les empêche d'aller vendre ailleurs. Moi, je suis allé à la GDZ. Actuellement, je ne suis pas convaincu. Si les entreprises installées à la GDZ ne peuvent pas transformer tout ce qui est produit comme soja, ils sont obligés de faire du calibrage, petite, pas une transformation en tant que telle. Peut-être ils vont transformer 30 000 tonnes. Mais le reste, c'est de séparer, mettre et exporter. Maintenant, qui exporte? Est-ce que c'est l'État ou bien des entreprises? Parce qu'au moins, au moment où il n'y avait pas cette situation, on disait que les étrangers venaient.
Et les acheteurs, l'année passée, pendant la campagne, par exemple, ont vendu à tonne à près de 50 000. Or, aujourd'hui, c'est difficile de trouver même 19 000. Je veux dire, il fut des périodes où, à Kéou, les gens ont vendu à 15 000. Parce qu'en ce moment, on ne trouvait personne venir avant la rencontre du chef d'État avec l'association des producteurs. Et les gens étant dans les problèmes parce qu'il a fait des prêts au niveau des institutions financières, ont été obligés de brader leur production pour pouvoir régler. Ceux qui n'ont pas pu, ont dû quitter. Et au moment où le prix a été augmenté à un moment, c'est que ce n'était plus les producteurs qui vendaient, c'est les commerçants, ceux qui ont acheté par les producteurs. C'est que malgré le gouvernement à un moment donné a essayé de revoir à hausse le prix, ce sont les commerçants qui ont fait des bénéfices, non les producteurs qui ont produit. Voilà. Parce qu'à côté, à côté, je vais dire au ministère de l'Agriculture, le soja est vendu bon champ. C'est-à-dire, l'acheteur vient au niveau de son champ. Bon champ est vendu à 300 francs le kilo. Bon champ. Donc, c'est lui qui s'occupe de son dépenses. Et c'est ce que la population demande. Pourquoi ne pas amener les structures, même si la GDZ, à aller acheter bon champ à 300 francs? Et on vend. Pourquoi on est obligé d'adopter la politique togolaise au Bénin? Parce qu'on produit pour améliorer les gens produisent pour améliorer leurs conditions de vie. Les gens produisent pour devenir plus pauvres. Vous allez dans les localités, dans les institutions financières, c'est des dettes à l'emploi financier. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Que le gouvernement améliore les conditions de vie des producteurs en achetant déjà, comme l'a demandé les producteurs, mais soit en ce qui concerne le soja, que le prix soit fixé avant la campagne, pour les gens s'ils doivent, comme ça se fait pour le coton, soit déjà qu'on offre des prix d'achat meilleurs aux producteurs au niveau de leur champ, bien dans leur commune. Voilà, si on fait le point, parce qu'avec la guerre en Ukraine, comme on le dit, bon, on parle toujours de Covid, le carburant est devenu cher. Pour que le paysan puisse défricher son champ pour trouver la main d'œuvre, tout a augmenté le coût. C'est-à-dire qu'en fin de compte, s'il vend comme vous avez dit, prix plancher à 190 francs le kilo, le paysan se retrouve finalement à perte, parce que finalement, s'il fait le pot de ce qu'il a utilisé, il a plus de 190 francs. C'est pour ça que c'est ceux qui ont été obligés, qui ont dilapidé leur production. On demande seulement de tout faire, de discuter avec les producteurs, les vrais producteurs, pour améliorer le prix d'achat de ce qu'ils produisent. Alors, nous sommes pratiquement à la veille de la fête de l'indépendance, 63 ans après. Dans quel état d'âme vous abordez cet anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale? Indépendance. Est-ce que, comme on le dit, est-ce que nous sommes vraiment indépendants? Nous sommes vraiment indépendants. J'espère quand même que c'est toujours bon de fêter la date de l'indépendance du pays, mais il faut qu'on s'asseye pour vraiment réfléchir. Pour que les orientations que nous voulons donner au développement du pays soient vraiment, ces orientations soient faites en consensus et vraiment que tout le monde s'y donne. C'est vrai, je reconnais qu'il faut des sacrifices en notre sein. Mais si on veut faire juste la routine que ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on va trouver des indépendants sans être indépendant et sans jamais avoir un développement. C'est pour ça que je suis convaincu que peut-être que le premier route serait un déclic, et j'espère que ça soit un déclic pour que tous les Béninois se mettent dans la tête que c'est avec le travail bien fait qu'on peut vraiment avoir une indépendance, tant sociale, économique et financière. Alors, 2026, nous allons terminer, nous sommes dans les toutes dernières minutes. 2026, vous en parlez déjà assez efficacement au niveau de votre parti. Oui. Qui sera le prochain, le candidat du Parti Les Démocrates en 2026? C'est pas trop curieux. Non, vous savez, ce qui est intéressant au niveau du Parti Les Démocrates, comme vous l'avez déjà vu en 2021, c'est tout un processus. Les tests ont dit qu'il y aura un comité ad hoc de désignation des candidatures qui serait mis en place à quelques semaines de dépôt. Et là, les potentiels candidats viendront présenter leur programme. Et en fonction de ça, le comité fait un travail et la coordination nationale
fera maintenant pour désigner le candidat. Donc aujourd'hui, il peut y avoir tout militant du Parti des démocrates peut dire je veux être candidat. Mais ça ne veut pas dire forcément à la fin c'est lui qui serait désigné. Parce que c'est un travail qui est fait. On n'impose pas, c'est pas une dictature. Et c'est celui qui serait soutenu par la majorité qui serait désigné comme candidat. Il y aurait des premières pour une toute première fois dans l'histoire? Non, c'est pas pour une toute première. En 2021, il y a eu des primaires à la façon démocrate, du Parti des démocrates. Il y a Ebony Ouassoumoua dit dedans. Non, il va peser de son poids pour le choix du candidat. Non, en 2021, il n'avait pas usé de son poids. C'est les militants qui décident au niveau du Parti des démocrates. Et vous voyez qui en votre sein? Vous, par exemple, vous voyez qui? Vous savez, le pouvoir est divin. Peut-être que même, ça peut être, peut-être que j'ai, comme, ce matin, j'ai eu la chance de voir pratiquement les vice-présidents, je vais serrer la main, peut-être que c'est la main du futur président. Pas mieux d'avoir. Et donnez-nous quelques noms. Non. Vous voyez qui? Non, je ne peux pas avoir ça, peut-être que même je suis en train de gâter ma propre chance. Non. Donc, ça peut arriver à tout le monde. C'est un processus qui doit aboutir et il y a la discipline au niveau du Parti des démocrates. Donc, tant que, je ne sais pas, si quelqu'un a encore déclaré sa volonté d'être candidat en 2006, je ne peux pas donner le nom. Pour l'instant, mais je sais que le parti a assez de potentialité pour désigner son candidat qui va gagner les élections. Voilà, vous l'avez martelé tout au long de cette émission de Zone Franche de ce dimanche. Vous dites que vous allez gagner les élections et que vous, Kamel Ouassangari, vous serez président de l'Assemblée nationale. C'est ce que vous avez 2026. Dit en 2026. Oui. Merci d'être passé sur Zone Franche. Votre mot de la fin? Merci. Je tiens à remercier le peuple béninois et aussi profiter pour dire au président de la République que le peuple attend. Il veut quitter en 2026, il veut être porté en triomphe en 2026. C'est possible, c'est réalisable, avec la participation de tous les fils du pays, ceux qui sont les détenus politiques, les prisonniers politiques et les exilés politiques, qui sont de l'autre rien. Juste un petit mot, ici un papier, et tout ce problème serait dans le passé. Il le peut, s'il le veut, et je suis convaincu qu'il le fera. Voilà. Actualité parlementaire, il en était question, la loi d'amnistie déposée sur la table de l'Assemblée nationale pour faire libérer les détenus, ceux que les démocrates appellent détenus politiques. 2026 déjà au cœur des préoccupations au niveau du parti Les Démocrates. Mesdames et messieurs, plusieurs sujets ont été abordés avec Kamel Ouassangari, les députés à l'Assemblée nationale du groupe parlementaire Les Démocrates. Il était notre invité. L'émission que j'ai eu le plaisir d'animer ensemble avec William Clécan. William, merci. Et merci à tous les téléspectateurs et à l'équipe de réalisation de ce numéro. À dimanche prochain.